La voiture électrique. Depuis longtemps, elle fascine ceux et celles qui rêvent de dire adieu une fois pour toutes aux combustibles fossiles. Elle stimule les plus visionnaires d'entre nous et fait miroiter le meilleur à ceux qui luttent contre les changements climatiques. Elle ne laisse personne indifférent. Contrairement à ce que l'on peut en penser, l'invention des premières voitures électriques ne date pas d'hier. C'est vers la fin des années 1800 que l'on voit apparaître les premiers modèles en Europe. À l'époque, les voitures étaient munies de batteries au plomb, plutôt lourdes. Leur autonomie dépassait rarement une quarantaine de kilomètres et elles ressemblaient davantage à des prototypes qu'à des voitures grand public. Certains modèles ont marqué l'histoire, comme la Jamais Contente, conçue par l'ingénieur belge Camille Genadzi, qui dépasse pour la première fois les 100 km/h. Malgré tout, les performances routières des voitures électriques à l'époque n'ont jamais réussi à rivaliser celles munies d'un moteur à combustion. Au Québec, il faudra attendre le milieu des années 90 avant de voir apparaître la première idée significative pour remplacer le moteur à combustion. En effet, en 1994, les collègues de l'ingénieur Pierre Couture, travaillant pour Hydro-Québec, s'attellent à la création du premier moteur roue. Le moteur roue, développé par l'équipe de Couture, récupère également l'énergie nécessaire au freinage, fonctionnant alors à l'envers et rechargeant les accumulateurs. Malgré ce progrès notable, en 1995, Hydro-Québec décide d'abandonner le projet, suscitant de vives réactions. Aujourd'hui, la voiture tout électrique performante est une réalité. Après de timides débuts et une offre quasi inexistante, le marché possède dorénavant une gamme de choix, allant des voitures hybrides aux voitures 100% électriques, en passant par les hybrides branchables. De toutes les provinces du Canada, c'est le Québec qui affiche le plus clairement son penchant pour l'électromobilité. 50% de toutes les voitures électriques vendues au pays se trouvent au Québec. L'un des plus fervents défenseurs de l'électrification des transports est Daniel Breton. Cet ex-ministre de l'Environnement sous le gouvernement de Pauline Marois est maintenant un militant convaincu et qui se veut convaincant. Je te remercie beaucoup, Yann. Ça fait plaisir. Il a écrit sur le sujet et continue chaque semaine à produire des capsules web. Il nous a accordé une entrevue entre deux productions depuis la Montérégie. Quand on regarde l'adoption du nombre de véhicules électriques au Québec, c'est encourageant. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on voit des gens, des citoyens, des consommateurs et des consommatrices intéressés à la voiture partiellement ou entièrement électrique. Ça, je trouve que c'est très encourageant. C'est très encourageant. On le voit dans les ventes, on le voit dans l'intérêt, on le voit dans les salons, on le voit dans les ventes de livres. Mes ventes de livres par rapport aux livres que j'ai sortis il y a 2 ans ont augmenté de façon très importante. Daniel Breton n'est pas le seul à militer en faveur de la voiture électrique. Depuis 2013, l'Association des véhicules électriques du Québec agit comme point de référence en matière d'électromobilité. À coups de conférences, de communiqués et de lobbying sur toutes les plateformes médiatiques, cette association croit fermement que le Québec a tout à gagner à miser sur l'arrivée massive de voitures électriques sur nos routes. Norvège, le Kia Soul électrique se vend plus que le Kia Soul à essence. En 2019, on commence une grande campagne d'éducation populaire. On cible le public de 35 à 55, des familles. On veut s'assurer que les gens comprennent qu'il y a un impact sur leur déplacement. Il y a un impact au niveau des gaz à effet de serre. Puis c'est sûr que quand on est seulement quelques dizaines de milliers au Québec, l'impact est très négligeable par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Mais je crois que surtout les familles comprennent à quel point c'est important qu'on laisse une planète en santé à nos générations futures. Puis,
tout le côté financier, tout le côté environnemental, on commence à plus rebalancer les pendules puis s'assurer qu'on prend la bonne décision, on fait le bon choix. Ici au Québec, on est bien positionné, ça c'est clair, avec l'énergie verte qu'on a, l'énergie renouvelable. Donc on a une longueur d'avance au Canada. On vend près de la moitié des véhicules qui ont été vendus jusqu'à maintenant sont au Québec. Donc toutes les bonnes raisons sont pas mal réunies ici pour passer aux véhicules électriques. Toutefois, reste que c'est très marginal encore. Le parc automobile des véhicules électriques reste une petite fraction quand on regarde avec la popularité qui continue toujours de grandir au niveau de la vente de VUS, de mini-fourgonnettes. Donc, il y a énormément de travail à faire encore de sensibilisation. Les futurs électromobilistes, quand ils découvrent que le véhicule électrique pourrait s'adresser à eux, parce qu'ils se rendent compte que finalement, le véhicule, il a une bonne autonomie, il peut remplir leurs besoins quotidiens, puis même pendant les fins de semaine, se promener un peu partout, visiter de la famille un peu à travers le Québec. Ils se rendent compte que, avec un incitatif du gouvernement, ça diminue le prix d'acquisition, que rouler le véhicule, ça coûte quelques dollars par mois. On parle de 20-30 dollars par mois. On va pas loin qu'un plein d'essence de 20 dollars de nos jours. Ils se rendent compte que le véhicule est agréable à conduire, il est plaisant, là, c'est super le fun. Fait, il pose des questions de plus en plus pointues parce que les gens sont mieux renseignés, puis c'est plus essayer de rire du véhicule électrique ou de le mettre de côté, c'est vraiment de poser la question parce que là, ils commencent vraiment à se poser la question « Comment je peux l'intégrer dans ma vie maintenant? » Ça va être mon prochain achat. Donc, c'est des questions beaucoup plus sérieuses. Où est-ce que je vais aller chercher mon électricien? Combien ça va me coûter pour l'installation d'une borne? Est-ce qu'il y a des incitatifs pour ça? Plus que jamais, l'achat d'une voiture électrique soulève de nombreuses questions. La mentalité des consommateurs serait en train de changer. Le véhicule électrique devient de plus en plus une option envisagée par les consommateurs, comme en témoigne ce conseiller en vente automobile de la Beauce. Au début, ce qu'on voyait au niveau des clients qui viennent acheter les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, c'était beaucoup des clients qui avaient une bonne connaissance de la technologie. C'est des gens qui étaient déjà très, très bien informés puis qui savaient ce qu'ils voulaient acheter. De plus en plus, on va voir des gens qui sont intéressés parce qu'ils en entendent parler dans les médias ou tout ça, mais que c'est pas des gens qui sont nécessairement très férus de technologie. Puis là, à ce moment-là, ils vont avoir besoin de plus d'informations de la part des conseillers. La principale question que ces gens-là ont par rapport aux véhicules électriques, qu'est-ce qui les inquiète, c'est souvent l'autonomie du véhicule. Donc, est-ce que je vais pouvoir faire tous mes trajets? Est-ce que je risque de tomber en panne? Souvent, ils vont avoir des questions par rapport au chauffage l'hiver. Donc, c'est surtout ça la préoccupation. C'est prouvé qu'au Québec, plus de 80 de la population fait moins que 60 km par jour. Fait qu'actuellement, sur le marché, la plus petite auto électrique sur le marché fait le travail. Mais on surestime nos besoins. C'est ça. Dans les salles de montre des concessionnaires automobiles, de plus en plus, les conseillers en vente sont formés spécifiquement pour la vente de véhicules électriques. S'ils étaient rares il y a 3 ans, ils sont maintenant plus nombreux. Au niveau de la formation, par exemple, les conseillers sont de plus en plus formés. Les cours de formation des manufacturiers suivent bien. Par contre, c'est au niveau d'éduquer la clientèle qui est le principal défi. Souvent, ce qui est véhiculé dans les médias, ce qui est véhiculé dans les journaux, ces choses-là, bien, c'est pas nécessairement vrai. Ça fait qu'il y a beaucoup de désinformation en même temps que le public reçoit par rapport à ces véhicules-là. En premier, vraiment pour éduquer la clientèle, mais surtout pour s'assurer que la clientèle a le véhicule dont elle a besoin. C'est vraiment d'analyser les besoins des gens pour s'assurer que l'autonomie, par exemple, va combler leurs besoins. Aussi de prendre le temps de faire essayer le véhicule parce que c'est vraiment la prise en main du véhicule qui va montrer au client que, dans le fond, ça se conduit comme n'importe quelle auto qui est déjà habitué. Surtout des gens qui vont faire, par exemple, beaucoup de kilométrage, puis où la consommation de carburant va être importante. Là, à ce moment-là, on peut facilement démontrer une économie pour le client, puis l'inciter ou favoriser sa réflexion pour aller vers un véhicule, soit hybride ou hybride rechargeable, par exemple.
Une autre préoccupation des consommateurs, c'est le coût de la voiture et son entretien sur toute sa durée de vie. Si les voitures électriques sont généralement plus chères à l'achat, à long terme, c'est plutôt le contraire. C'est dans la région de Lanaudière que l'on rencontre Philippe Jensen. Monsieur Jensen adore les chiffres. Il s'efforce de prouver qu'une voiture électrique est moins dispendieuse qu'une voiture à essence. Quand on tombe dans le monde de la voiture électrique, on s'aperçoit que, en tout cas, il y a 4 ans, c'était une petite communauté. Puis on avait besoin de s'échanger de l'information. Puis c'était important qu'on communique tous ensemble. Alors, c'est parti de petit. Puis là, à ce temps, on est rendu 30 000. Là. Mais c'est pour ça. Puis l'AVEC, c'est un moyen de communication. Quand on tombe dans la voiture électrique, on tombe dans un monde incroyable de libération, d'achat de pétrole et d'économie. Donc, on veut partager cette information-là. On veut démystifier ça. Donc, l'AVEC, c'est un outil de le faire. On s'organise ensemble pour pouvoir en parler. Pourquoi je suis dans les chiffres? Parce que le premier argument que tout le monde me donne personnellement, c'est que c'est dispendieux. Après ça, on parle d'autonomie, mais le premier, c'est que c'est dispendieux. Puis c'est tellement pas vrai, c'est tellement pas le cas. Puis j'ai pas eu le choix, c'était plus fort que moi, d'essayer de leur prouver que c'était pas vrai. Et c'est facile, très, très facile à prouver. Donc, les chiffriers, essayer de le faire simple, puis de l'expliquer aux gens. Les arguments environnementaux sont intéressants juste pour un petit pourcentage de la population. Les premières publicités de Nissan Leaf, ils montraient des ours polaires. C'est bien, c'est cute, mais personne ne va dire « OK, je vais m'enlever beaucoup d'argent de mon portefeuille pour pouvoir sauver la planète. » Il faut d'abord que ça soit faisable économiquement. Puis après ça, les autres valeurs peuvent venir embarquer, mais on ne se ruinera pas pour une voiture qui serait trop chère. Alors oui, l'argument principal, c'est économique. Est-ce que ça vaut la peine économiquement? Et comme tout ce qui a rapport à la voiture électrique, ça surprend la réalité. La réalité, c'est qu'économiquement, c'est tellement moins cher qu'une voiture à essence. Puis c'est là qu'il faut l'expliquer. Ma première question que je pose aux personnes, c'est combien pensez-vous que vous allez mettre de gaz par année? Puis surprenamment, le monde ne savent pas. Ils sont incapables de répondre à cette question-là. Puis là, j'essaie de le déterminer. Au bout de 5-10 minutes, ils ont une bonne idée combien ils mettent par année. 2, 3, 4 000 $, des gros montants, puis qu'on ignore. Puis après ça, je dis, mettez ça sur 10 ans. Alors, les 4 000 $ sur 10 ans, avec l'inflation de l'essence, l'augmentation de l'essence, ça fait 50 000 $ que ça coûte d'essence par année. Mais ça, on ne le fait pas sur le coût de la voiture. On regarde le coût d'achat. Alors, on regarde, mettons, une Toyota à 30 000 avec une Honda à 30 000. Puis, ils vont tous les deux consommer à peu près le même genre d'essence. Donc, on regarde juste le coût par rapport au achat. Mais si ta Toyota à 30 000 à essence, tu rajoutes 50 000 $ de gaz sur 10 ans, c'est plus une voiture économique à 30 000, c'est une voiture à 80 000. Moi, quand je vais dans les événements, je m'assois sur une chaise, j'ai mon ordinateur, j'ai mon imprimante, puis je demande aux gens, vous, dans le concret, on ne parle pas de la théorie. C'est quoi votre plan de match? Est-ce que vous dites, je vais garder ma voiture parce qu'elle finit de payer, puis c'est pas vrai, il y a toujours un paiement d'essence. Je vais la garder 3 ans, puis après ça, je vais la changer pour une voiture, un SUV à gaz, que je vais garder pendant 7 ans. Alors, ils ont leur scénario en tête. Puis là, je leur dis, OK, on va faire un deuxième scénario. On va dire, mettons que vous partez aujourd'hui avec une voiture électrique, qu'est-ce qui se passerait? Bien, à partir de là, les gens vont dire, bien, je peux pas, j'ai plus de paiement de char, alors ça sert à rien de rembarquer dans un paiement. Puis là, je leur dis, arrêtez de dire que vous avez plus de paiement de char. Le capital sur le char, il est payé, mais vous avez toujours des paiements de char en maintenance et en gaz. Puis, le monde font totalement abstraction de ce paiement-là. Puis c'est à chaque fois que j'essaie comme de le ramener émotionnellement, cette variable-là qui est excessivement importante. Alors, des fois, je peux tomber sur du monde qui vont mettre 500 $ de gaz par mois. Puis pour eux autres, leur char est fini de payer. Il n'est pas fini. Tu as 500 par mois de gaz, puis tu pourrais tomber à 50 $ d'électricité. Donc, tu sauverais 450 par mois. Juste ça, c'est le paiement pour les voitures électriques de base. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Par contre, pour rentabiliser une voiture électrique, au prix de vente actuel, il faut remplir certains critères. Rouler de 15 à 25 000 km par année et garder sa voiture une bonne dizaine d'années. À une époque où changer sa voiture tous les 3 ans est presque devenu la norme, certaines mentalités devront être changées.
Quand les gens me parlent, moi, de rentabilité, je le dis tout le temps, ma première question, est-ce que vous faites minimum 15 000 km par année? Si les gens me disent non, ça n'aura pas d'auto électrique pour vous rentable, point de vue rentabilité. Mais il faut regarder d'autres choses, pas juste la rentabilité. C'est la satisfaction de rouler en électrique, c'est autre chose que juste la rentabilité. Un véhicule électrique est très différent d'un véhicule thermique par le fait que je vais avoir une autonomie qui est différente. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un véhicule hybride va me permettre de me voyager d'un endroit à un autre. Jusqu'à un certain point, je vais fonctionner en mode électrique. Par la suite, c'est le mode thermique qui va continuer à propulser mon véhicule. Lorsqu'on parle de véhicule électrique, ça veut dire que j'ai juste une sorte d'énergie qui est l'électricité. À ce moment-là, on est très restreint vers où on va aller. Ghislain Roy possède de nombreuses années d'expérience en enseignement de la mécanique automobile. Il doit lui aussi s'adapter à l'arrivée des voitures électriques et revoir ses méthodes d'enseignement. La mécanique de demain tiendra davantage de l'électromécanique. Nous faisons appel à lui pour nous expliquer en détail les tenants et aboutissants des nouveaux véhicules que l'on trouve maintenant sur le marché. Un véhicule hybride, le terme hybride veut dire que j'ai deux motorisations possibles. Électrique et combustion de l'essence. Ça pourrait même être diesel électrique. C'est un mélange de deux types. On va parler du essence et électrique. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu une évolution dans ça. Dans les premières années, le véhicule hybride avait un moteur électrique qui venait en aide à la combustion. Ce qui veut dire que mon moteur était juste un petit peu plus performant parce que j'avais une pile électrique et un moteur électrique. Mais j'avais toujours le bruit de moteur à essence. Le moteur à essence tournait toujours à partir du moment que je partais mon véhicule. Première génération. Deuxième génération, on en est venu avec la possibilité d'avoir la propulsion électrique sur le véhicule jusqu'à 50 km/h. Disons ça comme ça. Dépasser 50 km/h, on tombait en mode combustion normale, le moteur à essence qui part et c'est l'essence qui propulse mon véhicule. L'autonomie en mode électrique, 20 km, 30 km. Aujourd'hui, on parle peut-être de 50 km. C'est à peu près ça qu'on va faire. Après ça, on tombe en mode conventionnel. Si on continue l'évolution dans l'hybride, on est arrivé avec le véhicule hybride branchable. L'avantage, c'est qu'à tous les matins, si j'ai branché mon véhicule, tous les matins, je pars avec une batterie qui est pleine à 100 %. Donc, à tous les matins, j'ai un 50 km d'autonomie, disons ça comme ça, électrique. Si notre travail se fait à 5 km de la maison, bien, c'est merveilleux. On va fonctionner électrique toute la journée. Donc, dans un hybride branchable, l'avantage, c'est que je viens d'avoir un 50 km d'autonomie en purement électrique. Accélération, aller jusqu'à 100 km/h, ça va toujours être électrique jusqu'à ce que ma batterie descende à un certain seuil. Lorsque ce seuil est atteint, à ce moment-là, c'est le moteur à essence qui va me permettre de me propulser sans aucun problème. Le véhicule électrique, lui, a un seul type de propulsion. C'est la batterie qui va faire tourner mes moteurs et qui va faire avancer mon véhicule. C'est la seule propulsion possible. Les batteries sont énormes, les batteries sont pesantes, les moteurs sont plus gros, mais plus on avance dans les années, plus les batteries deviennent sophistiquées, plus ils deviennent intéressantes. Mais l'autonomie d'un véhicule électrique va varier entre, disons, 100 km d'autonomie, aller jusqu'à 500 km en date d'aujourd'hui. On commence déjà à entendre parler des 600 et des 700 km avec des véhicules qui vont apparaître en 2020. Malgré sa rapide évolution, la voiture électrique traîne avec elle des mythes persistants. La plupart concernent les performances de la batterie, des mythes qui, selon Daniel Breton, feraient partie d'une autre époque. Il y a des questions qu'on me posait il y a 15 ans qu'on me pose encore aujourd'hui. Après combien d'années il faut changer la batterie? On m'a dit 2-3 ans, puis ça a l'air que ça coûte cher. Ça, je suis plus capable de l'entendre. Écoutez, les batteries des voitures électriques durent généralement aussi longtemps, voire plus longtemps que la voiture. Fait que ça, c'est la première chose que je peux plus entendre. 2, les voitures électriques, ça coûte trop cher. Je j'en voudrais bien une, mais ça coûte trop cher. Et ça, je le réponds souvent et j'en parle dans le livre que j'ai publié au printemps avec Pierre Langlois et Jean Duval. Je leur dis, si vous voulez vous acheter une voiture neuve et que vous avez les moyens de vous acheter une Honda Civic automatique de base, vous avez les moyens d'avoir une voiture électrique. Parce que à 1,20, 1,30 litres, ça revient
à peu près le même prix, même un peu plus cher la Honda Civic quand on considère les coûts d'entretien et les coûts d'assurance. Chaque année, les sections régionales de l'Association des véhicules électriques du Québec organisent des événements pour permettre au grand public de s'informer sur la voiture électrique et même d'en faire l'essai. Il y a toujours beaucoup de gens curieux et ouverts à cette nouvelle technologie. Dans Chaudière-Appalaches, le directeur général de l'AVEC s'efforce de déboulonner les mythes un à un. Nous, on est un regroupement d'individus qui sont donnés comme mission de promouvoir l'auto électrique. Nous ne sommes pas anti-pétrole, loin de là. Nous sommes pro-électrique. On le répète sur toutes les tribunes. C'est très important à le dire. Et nous, on est là pour dire aux gens, les renseigner, leur dire les avantages, les inconvénients d'une auto électrique pour que les gens fassent des bons choix. Que les gens pensent toujours qu'une auto électrique, c'est comme une carte de golf. Fait qu'ils sont agréablement surpris quand ils essayent une auto, parce que ils perdent tout le préjugé sur l'auto électrique, question accélération, puissance, freinage, tenue de route. C'est très différent. Puis tant que les gens ne l'ont pas essayé, ils ne peuvent pas comprendre c'est quoi une auto électrique. Avez-vous une voiture électrique? Non, mais j'haïrais pas ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce modèle-là? Je suis déjà avec Hyundai. Et de par la garantie, probablement 100 000 kilos, 5 ans, c'est ce qui m'a amené chez Hyundai. Mais j'ai essayé l'électrique parce que ça fait pas tellement longtemps qu'il est sorti. Alors, c'est doux, ça a toutes les qualités. Puis à 200 km d'autonomie, moi, ça me conviendrait en masse pour mes besoins. Une fois que tu as goûté l'électrique, tu veux pas retourner à l'essence. C'est pas une question environnementale, j'ai choisi ça, c'est une question économique. Ça coûte beaucoup moins cher parce que je suis pas un environnementaliste, pas partout. C'est plus une question vraiment d'économie et de sous. Est-ce qu'on peut aller loin avec ça? La batterie dure-tu longtemps? Est-ce que ça part l'hiver? Toutes des questions comme ça auxquelles c'est très facile de répondre. Parce qu'une auto électrique, ça part très, très bien l'hiver. Ça part tout le temps. Il n'y a jamais de froid. C'est extraordinaire. Tu peux la préchauffer sans polluer. C'est silencieux. Ça a des excellentes performances. Puis ça ne demande pas d'entretien, un minimum d'entretien comparé aux véhicules à essence. Un des mythes des véhicules électriques, c'est qu'on mentionne que le véhicule va être plus polluant sur son cycle de vie. C'est quoi un cycle de vie? Ça veut dire que du moment que tu fais l'extraction des minerais, la construction du véhicule, jusqu'à temps qu'on le défait en morceaux puis qu'on le recycle, ben qu'est-ce qui arrive? Ben un véhicule à essence, pour le construire, on parle de 10 tonnes de gaz à effet de serre d'émis pour ça. Un véhicule électrique aussi. Sauf qu'en plus, il faut faire le moteur et la batterie. Ça, c'est 4 tonnes de gaz à effet de serre de plus. 4 tonnes de gaz à effet de serre, c'est rouler un véhicule pour environ 15 à 20 000 km, donc 8 mois à 1 an selon l'utilisation. Fait que c'est pas tant que ça. Puis après ça, mais l'utilisation du véhicule au Québec avec l'hydroélectricité n'émet plus aucun gaz à effet de serre, alors que le véhicule à essence qui continue son cycle de vie va émettre en moyenne 110 tonnes de gaz à effet de serre. L'empreinte écologique laissée par la voiture n'est pas la première préoccupation de la majorité des consommateurs potentiels d'automobiles électriques. Ce qui les intrigue davantage, ce sont surtout les performances à court et à long terme. La conception d'un moteur électrique n'a rien de commun avec le moteur à combustion. Nous avons demandé à Ghislain Roy, notre spécialiste, d'ouvrir pour nous un moteur et une batterie afin d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un moteur électrique d'une Toyota Camry. Donc, principalement, j'ai mon rotor qui est ici, j'ai mon stator qui est juste là. Donc, lui, en réalité,
Vous voyez par le poids, par la grosseur, qui ne bouge pas. C'est celui-ci qui va tourner à l'intérieur. C'est un aimant permanent extrêmement puissant. Donc, si je vous ferais l'exemple présentement de le mettre à l'intérieur, ça me prend une presse pour le ressortir, tellement l'aimant est puissant. Lui, normalement, comme il est en rotation, on pourrait dire que c'est lui qui est branché aux roues et qui va venir faire tourner mes roues. On peut dire ça comme ça. Okay? On a présentement une batterie d'un véhicule hybride, une Sonata. Okay. Donc, quand on parle d'un bloc batterie, c'est ce qu'on voit ici. Le système de refroidissement de cette batterie-là utilise l'air pour se refroidir. J'en ai d'autres types qui utilisent le liquide. Celle-là ici, elle est refroidie à l'air. Dans un bloc batterie, première des choses, on a le système de refroidissement qui est vraiment important. On a l'ordinateur qui va commander chacune des blocs batterie et on va retrouver des cellules. Lorsqu'on va mettre 2-3 cellules ensemble, on va faire un bloc batterie avec ça. On s'aperçoit ici, j'ai mes connecteurs électriques. Chacun des connecteurs électriques vient prendre 2 blocs batterie pour faire en série environ, disons, 15 volts. 15 volts par bloc. À partir de là, je vais réussir à faire un 270 volts avec ma batterie. Ça ici, ces blocs-là sont pourvus de capteurs de température. On a parlé tantôt de la température qui était importante à gérer sur une batterie, autant lors de la recharge que la décharge, mais on a nos capteurs de température qui sont juste ici. On a les relais de commande de la batterie. Tout ça est mis en série, quelquefois en série, quelquefois en parallèle. Le série parallèle fait en sorte qu'avec, en mettant mes blocs en série, j'augmente ma tension. En mettant mes blocs en parallèle, j'augmente la puissance sans augmenter la tension. C'est un jeu que mon ordinateur que j'avais ici est capable de faire pour avoir tantôt de la puissance et tantôt de la longévité pour faire un 300 km d'autonomie, un 400 km d'autonomie. Si l'empreinte écologique n'est pas la première préoccupation des consommateurs, elle l'est pourtant pour les instances politiques. Au Québec, la loi visant l'augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 26 octobre 2016, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants. Il y a déjà une loi qui est en place, une loi zéro émission, qui oblige les manufacturiers à fabriquer, à rendre disponibles des voitures zéro émission ou à faible émission pour obtenir des crédits qui vont leur permettre de vendre des voitures plus polluantes, des voitures à essence. Par contre, l'application au Canada, au Québec, parce que c'est une loi québécoise, est graduelle et augmente en intensité dans le temps. Au moment où on se parle, la loi est très, je dirais, très faible. Hein? Les crédits qu'ils doivent aller chercher sont très petits. La plupart des manufacturiers qui fabriquent déjà un peu d'électrique atteignent les quotas très rapidement. Certains grands manufacturiers comme Nissan pourraient même arrêter de vendre des autos pendant 1 an ou 2, puis ils ont encore accumulé assez de crédits pour être capables de survivre. Fait que la pression est faible, mais c'est une loi qui va augmenter, dont le mordant augmente au fil des années. Donc, dans 2 ans, probablement 2 ans à peu près, on va commencer à sentir l'impact. Là, on est en train d'insuffler un mouvement à la roue. Là, l'industrie devrait se dire, il y a de la demande. Regarde, on n'en fabrique pas beaucoup, puis il en demande plus qu'on est capable d'en fabriquer. Fabriquons-en plus. Augmentation de la production, baisse des coûts de production, et là, on va arriver à un break-even, parce que tant et aussi longtemps que l'effort financier, c'est les gouvernements qui les font par des subventions, c'est pas très encourageant, c'est pas très motivant pour les fabricants. Maintenant, en même temps, c'est la raison pour laquelle les gens l'achètent, c'est que le prix redevient alléchant parce qu'en mettant une subvention, on est capable de se le permettre. Il faudrait qu'il y ait une bascule graduelle dans les prochaines années où au fur et à mesure où le temps passe, les manufacturiers en font plus, baissent leur prix de production, donc le prix de vente, puis la subvention diminue également pour qu'à un moment donné, on soit capable de retirer la subvention puis que ça soit absorbé les coûts, en fait, par un gain de volume. En fait, oui, on doit vendre plus de véhicules électriques lorsqu'on pense à changer son véhicule, il faudrait avoir les réflexes d'essayer de la voiture électrique, mais c'est aussi la disponibilité. On est quand même on est au Québec, on a un petit marché, donc c'est difficile, ça peut être parfois difficile et il faut être patient pour avoir un véhicule électrique. Donc,
d'avoir mis en place une loi qui force les fabricants à vendre des véhicules électriques va nous permettre de progressivement avancer plus en vitesse supérieure pour la vente de véhicules électriques. L'arrivée du lithium-ion dans les batteries de véhicules électriques a changé la donne. Elle permet une plus grande autonomie pour moins de poids sur la voiture. Les performances globales sont ainsi grandement améliorées. Lorsqu'on parle du lithium-ion, c'est un peu plus nouveau comme technologie. Donc, avant 2012, on n'en avait à peu près pas, beaucoup trop dispendieux. Maintenant, on en a de plus en plus. Donc, le lithium-ion, on va le retrouver dans ma pochette qui est juste ici. Donc, là-dedans, il y a quoi? Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai des électrodes positives, des électrodes négatives, j'ai un gel et j'ai mon lithium-ion qui est mon métaux noble qui va faire réagir mes plaquettes. Juste ici, j'ai ma borne positive, ma borne négative et une pochette va sortir 4 volts. En ampérage, c'est pas beaucoup d'ampérage. Mais si on imagine que des pochettes comme ça, on en a une centaine dans le véhicule, on commence à avoir un petit peu plus de puissance. Pourquoi il faut refroidir cette pochette-là? C'est qu'effectivement, lorsque je vais utiliser de l'énergie, le lithium-ion a une fâcheuse habitude de se réchauffer et de beaucoup. Donc, il faut absolument le refroidir de quelque manière que ce soit à l'air ou au liquide. J'ai certains types de batteries qu'on va utiliser le liquide pour venir la refroidir. J'ai un meilleur contrôle. Et si une journée fait moins 20, on va utiliser le liquide pour la réchauffer. Donc, je vais avoir accès beaucoup plus rapidement à toute ma puissance. On va retrouver dans mon bloc, on va retrouver ma pochette, qui est mon énergie. Juste en arrière de la pochette, on va retrouver mon dispositif qui va laisser passer le filtre frigorigène ou qui va laisser passer l'antigel dans chacun des petits chemins qu'on peut voir, juste ici. Et je vais utiliser ça pour venir réchauffer ou refroidir ma batterie. Par la suite, on va retrouver un isolant qui, lui, va permettre de laisser une certaine épaisseur d'air. L'air aussi va être utilisé pour refroidir ou réchauffer ma batterie. Par ses différentes décisions politiques, le Québec a démontré depuis longtemps son intérêt à stimuler la présence de voitures électriques sur ses routes. Le programme de subvention de 8 000 $ à l'achat d'un véhicule 100% électrique en est un bon exemple. La nouvelle génération de voitures électriques nécessite de plus en plus de bornes de recharge rapide ou de niveau 3. C'est à Hydro-Québec que revient le mandat du déploiement de ces bornes sur le territoire du Québec. Bien, au niveau du déploiement des bornes au Québec, on a commencé en mars 2012 avec un modèle d'affaires qui était vraiment de trouver des partenaires. Donc, si on regarde le portrait actuel aujourd'hui, on a à peu près 385 partenaires qui nous ont aidés à investir, en fait, qui ont fait le choix d'investir dans des bornes de recharge. Il y a des bornes, évidemment, en 240 volts, donc ce qu'on appelle la recharge standard ou niveau 2. Ça, on retrouve à peu près 1500 bornes déjà déployées au Québec. Là, le besoin est de plus en plus vers de la recharge rapide, donc la recharge à 400 volts pour les voitures tout électriques qui ont besoin, lors des déplacements entre villes, de pouvoir faire une recharge en une vingtaine, trentaine de minutes. Et là, à ce niveau-là, c'est des investissements qui sont beaucoup plus grands. Et on vient de changer complètement notre modèle d'affaires. Donc, plutôt que de trouver des partenaires qui vont investir 50 Hydro-Québec, 50 au mois de juin, il y a une loi qui est passée qui permet maintenant à Hydro-Québec de financer 100 des bornes de recharge rapide. Il y a de plus en plus de bornes de recharge au Québec. Oui, il y en a énormément, c'en est un autre mythe, ça. Le fait qu'il n'y a pas assez de bornes, puis il faut installer plus de bornes. Ce qui est important, c'est à la maison. On se recharge beaucoup à la maison. Puis c'est aussi sur les autoroutes. On veut des haltes routières avec des bornes de recharge rapides et bientôt des bornes de recharge ultra rapides qui vont permettre de couper de moitié la recharge. Donc, l'installation d'une borne rapide, on parle d'un investissement d'environ 70 à 80 000 $. Donc, c'est quand même un investissement qui est important parce que les technologies demandent des équipements électriques plus importants que juste une borne à 240 volts, qui finalement est comme une prise qu'on retrouve à la maison pour une sécheuse ou une cuisinière. Là, on est rendu en 2019. On a les véhicules de deuxième génération avec du lithium.
Ça, c'est un game changer. Ça change tout. Ça, on en arrive au point où on peut dire « mon véhicule a 400 km d'autonomie ». C'est pratiquement un plein d'essence. Puis il y a la recharge rapide en plus. Donc, on peut faire un grand trajet dans la journée, arrêter un 20 minutes, 30, 40 minutes pour faire une recharge rapide sur l'autoroute, partir avec un plein d'électricité qui va nous avoir coûté peut-être un 5-6 $, puis reparcourir encore un autre 300 km. Le déploiement des bornes est un véritable enjeu pour atteindre l'objectif de 100 000 voitures électriques d'ici 2020 sur nos routes. Pour le moment, les grands axes routiers sont bien desservis, ainsi que les banlieues et les villes. Par contre, il reste encore beaucoup de travail à faire dans les régions rurales du Québec. Est-ce que l'infrastructure de recharge, est-ce que les véhicules disponibles, est-ce que les programmes mis en place conviennent de façon adéquate aux deux? La réponse, c'est non, et non dans les deux cas, mais pas sur les mêmes aspects. Je m'explique. Le principe de déploiement des véhicules basé sur le fait qu'on dit aux gens, vous n'aurez plus besoin d'aller dans une station-service, vous faites le plein à la maison, c'est super facile, ça va super bien quand tu vis en banlieue, à Montréal, quand tu vis dans un triplex, puis que tu te stationnes dans la rue, tu peux pas en mettre des bornes à la maison. Là, c'est un problème de ville. Quand tu es en campagne, tu es capable d'en mettre une borne sur ta maison, mais quand tu fais 20 km juste pour aller au dépanneur, puis que dès que tu sors un peu, tu tombes dans des grands axes routiers qui sont loin des centres touristiques, par exemple, et où il n'a pas été convenu que c'était avantageux d'y placer des bornes de recharge parce qu'il y avait très peu de choses touristiques ou des lieux de villégiature, ben là, tu peux te ramasser dans un désert de bornes qui fait que, oui, tu peux te charger à la maison, mais dès que tu sors de la maison, tu es un peu captif. Neil Mathieu a œuvré toute sa vie dans l'hôtellerie. Dorénavant militant pour la voiture électrique, il sillonne villes et villages de Chaudière-Appalaches. Son but? Convaincre les commerçants et les élus municipaux d'installer un maximum de bornes de niveau 2 sur leur territoire et autour de leur commerce. La recharge de niveau 2 vient alors en complément aux bornes de recharge rapide de niveau 3 que l'on retrouve essentiellement aux abords des autoroutes. J'étais dans l'hôtellerie, moi. Un hôtel aujourd'hui qui n'a pas de borne de recharge, c'est sûr que ça va se refléter automatiquement sur son taux d'occupation. Parce que les gens qui ont des véhicules électriques, on est rendu plus de 35 000 au Québec, et ils vont rechercher des hôtels. Les gens qui voyagent recherchent des hôtels qui ont des facilités de recharge. D'ailleurs, la majorité des hôtels de Québec ont des bornes de recharge maintenant. Il y a beaucoup d'efforts de mis là-dessus. Les commerçants ont finalement compris que c'est avantageux d'avoir une borne de recharge. C'est un accessoire qui est très, très peu dispendieux puis qui rapporte. Hydro-Québec sait bien que la demande pour les bornes rapides sera exponentielle. Elle vise donc un total de 1600 bornes de recharge de niveau 3 d'ici les 10 prochaines années. Pour plusieurs, les bornes de niveau 1, 2 ou 3, c'est du pareil au même. Pourtant, la différence entre les niveaux de charge est fondamentale. Retournons en atelier pour plus d'explications. On commence par le plus facile, le niveau 1. Le niveau 1, c'est sur le 120 volts que vous avez à la maison, une prise ordinaire. À ce moment-là, je peux recharger mon véhicule. Ça fonctionne super bien, sauf que ça risque d'être un petit peu long. Si la batterie, dépendamment de ma batterie, si ma batterie est déchargée au maximum, bien, à ce moment-là, on va parler peut-être de 12, 14, 16 heures. Ça peut même aller jusqu'à 24 heures recharger une batterie. Absolument. Comme la livre que j'ai ici, lorsque la batterie est complètement à plat, comme c'est une grosse batterie, j'ai un véhicule électrique, à ce moment-là, c'est quand même assez long. Ça, c'est mon niveau 1 qu'on peut faire à la maison. Donc, le chargeur vient avec le véhicule. Le mode 1 est un mode qu'on peut utiliser partout. J'ai bien des gens qui vont me demander, qui vont me dire j'ai peur un peu avec mon véhicule de manquer de puissance, un véhicule électrique, que je manque de puissance, je tombe à zéro sur ma batterie. OK? On aurait tendance à dire ben là, ça va prendre un remorquage. En réalité, regardez autour de vous. À moins d'être dans un champ de blé, c'est sûr qu'il y a une maison quelque part qui a une petite prise 110 volts, 120 volts à quelque part. Il y a toujours moyen de trouver un endroit où est-ce qu'on peut aller se brancher pour se recharger une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour se donner un 10-20 km d'autonomie pour se retourner à la maison. Donc, c'est quand même intéressant. En option, c'est possible d'avoir un niveau 2.
Niveau 2, c'est sur le 240 volts. À ce moment-là, on pourrait dire que c'est un peu une prise de poêle que vous avez dans vos maisons. Une prise de sécheuse qui est un petit peu différente, où est-ce qu'on va passer plus d'ampérage, on va passer plus de courant. À ce moment-là, ça me permet de recharger le véhicule un petit peu plus vite et à un coût un petit peu moindre. Si j'élève la tension, donc ça me coûte un petit peu moins cher. C'est cette borne-là où est-ce qu'on va avoir le gouvernement qui va nous donner subvention pour avoir ce type de prise. Donc, pour la même quantité d'énergie, un 4 heures, 6 heures, mon véhicule est rechargé au complet. Combien ça coûte de l'heure recharger une voiture à peu près au Québec avec notre tarif domestique d'Hydro-Québec? OK. On va parler d'un niveau 1. À la maison, présentement, le kilowattheure est aux alentours de 5,66 sous. Disons 5 sous, là, ça va se calculer plus vite. Pour recharger complètement ma batterie de ma Leaf, on peut parler de 1,30 $. Ça, c'est pour la recharge complète d'un 24 heures. Si je vais à une borne publique, ça va être du niveau 2. À ce moment-là, on peut s'attendre à payer 1,50 $, 2 $, 3 $, aux alentours de ces prix-là. Un petit peu plus cher dans une borne publique. À la maison, ça va coûter un petit peu moins cher. Charge de niveau 3, c'est très différent. Charge de niveau 3, on va charger le véhicule en courant continu. Vous savez, le courant qu'on a à la maison, c'est du alternatif. Le 120, le 240, c'est un courant alternatif qui doit être converti pour charger mon véhicule. C'est pour ça que c'est long, en réalité. La borne de niveau 3, elle, le convertisseur est déjà dans l'appareil qu'on a sur le bord de la route ou sur le bord de l'entreprise qu'on va aller se charger. À ce moment-là, ce qu'on veut, c'est une charge rapide, très rapide, directement en courant continu, ce qui veut dire qu'on va envoyer 50, 60, 70 ampères en claquant des doigts dans la batterie, ce qui veut dire qu'en 15-20 minutes, j'ai été chercher 80 % de charge. Cette charge-là, elle est plus dispendieuse à l'heure, mais vous comprenez que ça prend 20 minutes. Donc, en bout de ligne, on peut parler peut-être d'un 5 $ pour une charge complète. Si j'augmente la tension, c'est que je vais pouvoir pousser plus d'ampérage dans ma batterie. Lorsqu'on parle d'une charge de niveau 3, on va parler de 440 aller jusqu'à 480 volts de pression. Ça, c'est un peu comme la pression que vous avez dans un boyau d'arrosage. Vous savez, quelquefois, si je viens pour arroser quelque chose, je mets le pied sur le boyau, j'ai pas mal moins d'eau qui coule. Bien, l'eau, c'est mon ampérage chez mes électrons. Ce qui veut dire que si j'augmente la tension, j'ai beaucoup plus de débit qui va rentrer. L'ampérage, c'est la quantité que je vais pouvoir envoyer dans ma batterie. Le voltage, lui, c'est lui qui va pousser ça dans ma batterie. À ce moment-là, plus j'augmente en tension, plus ça va rentrer vite dans le tuyau. C'est comme si je viens de mettre un boyau de pompier au lieu d'une petite arrosoir. Ça va rentrer très, très, très vite. Mais là, j'ai tout un système en arrière de ça pour refroidir ma batterie parce que à 50, 60, 70 ampères qui va rentrer dans ma batterie, ça va chauffer. Martin Archambault baigne dans le monde de la voiture électrique depuis plus de 7 ans. Responsable des relations publiques et médias pour l'Association des véhicules électriques du Québec. Il anime Silence on roule, un podcast dédié au monde de l'électrification des transports. Pour lui, le Québec va dans la bonne direction. C'est un bilan qui est à la fois hyper positif et à la fois questionnable dans le sens où, bon, c'est sûr que quand on se compare, souvent on se console, hein? Donc on est bien positionné, je dirais, à l'échelle mondiale. Si on regarde les grands pays dans le monde, même si le Québec n'est pas un pays, l'effort de voitures électriques au Canada, il est à 50 % au Québec. Donc, si tu enlèves le Québec, tu enlèves la Colombie-Britannique, puis un petit peu les Maritimes, il reste l'Ontario, évidemment, un peu, il reste plus d'auto électrique, là. Donc, on représente un bassin en termes de personnes intéressées aux voitures électriques qui est beaucoup plus grand que la norme internationale. Maintenant, si on se compare aux meilleurs pays, puis ce qu'ils ont mis en place pour être capable d'être parmi les meilleurs pays, on se rend compte que on est peut-être les moins bons parmi les meilleurs. C'est-à-dire qu'on a été très proactifs sur des mesures qui ont incité les gens à se tourner vers l'auto électrique. On a une fibre naturelle où on vibre au fait qu'on produit de l'électricité propre, puis on le sait.
Par contre, on a été très frileux au niveau des mesures pour forcer l'adoption, c'est-à-dire que on a incité très fortement, mais on a très peu poussé vers. Donc, certains pays mettent des malus en place pour dissuader les gens d'acheter des autos très énergivores. Nous, on le fait pas, ça. Puis on a une culture de grandeur. On se compare souvent à la Norvège, mais on oublie que le Canada, le Québec, même juste le Québec, c'est très grand, c'est très vaste, puis il y a une culture de grandeur, d'espace et de besoin de se véhiculer avec des véhicules qui sont gros, qui sont plus énergivores, qu'ont pas certains pays. Donc, on a des efforts supplémentaires à faire si on veut être capable de les atteindre. C'est un work in progress. Je veux dire, c'est un tout nouveau secteur. Il y a des nouveaux joueurs. Il y a beaucoup à apprendre de part et d'autre. C'est-à-dire que aussi bien de la part des consommateurs que des entreprises que des gouvernements. Mais moi, je pense que ça s'annonce extrêmement prometteur parce que la technologie et les mentalités évoluent. Malgré l'évolution exponentielle de la technologie, posséder un véhicule électrique comporte quelques contraintes que chaque futur propriétaire devrait connaître avant de s'en procurer un. D'abord, l'hiver. Au Québec, nos hivers sont froids et il y a un lien direct entre le froid et la capacité de la batterie. C'est à la fois un inconvénient à court terme et un avantage à long terme. Les avantages d'être au nord pour nos batteries, c'est que ce qui détruit une batterie, c'est vraiment la chaleur. C'est pas le froid, c'est la chaleur. La chaleur va décomposer les matériaux nobles que j'ai dans ma batterie, que ce soit du lithium-ion. Plus ma batterie se tient chaude, plus elle se dégrade. Par contre, il y a aussi, à l'inverse, lorsqu'il fait moins 25, moins 30, j'ai pas le plein potentiel d'une batterie. Pour avoir le plein potentiel d'une batterie, la batterie doit être à une certaine température et le rester. Ce que je veux dire, c'est que supposons je prends mon véhicule électrique et que je laisse refroidir dans le banc de neige à moins 25 pendant 3 jours. C'est sûr et certain que lorsque je vais le remettre en marche, l'autonomie qui va m'afficher sur le tableau de bord va être très, 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 très basse. Plus il va réchauffer sa batterie, plus je vais avoir accès à un petit peu plus de pouvoir ou un peu plus de milles ou de kilomètres que je vais pouvoir faire avec mon véhicule. Donc, ça devient un avantage, notre pays nordique. La batterie va durer plus longtemps dans le temps parce que le froid la préserve de la décomposition à l'intérieur de chacune des cellules. Donc ça, c'est un avantage pour nous versus si le véhicule serait dans le sud où est-ce qu'il fait très chaud tout le temps. Donc, le véhicule l'hiver est fantastique. On diminue l'autonomie. Un véhicule à essence, c'est certain qu'il va dépenser 20 % plus d'essence l'hiver. Puis le véhicule électrique aussi, il n'est pas magique, lui-là. Hein? Donc, on sait qu'il va prendre 20 % plus d'électricité. Puis c'est rendu à moins 25. Là, c'est pas magique, cette affaire-là. Donc, à moins 25 et moins, là, on sait qu'on va perdre un 40 % de la batterie. Quand on arrive avec des véhicules de deuxième génération qui ont du 400-500 km d'autonomie, tu ne perdras pas complètement la moitié de ta batterie. Tu vas peut-être en perdre le quart. Donc là, il va quand même te rester un 300 km, ce qui est amplement suffisant, autant pour aller sur l'autoroute, parce que le véhicule se réchauffe pendant ce temps-là. Tu as un chauffe-batterie, tu as une couverture thermique. Le véhicule est conçu maintenant. Ils testent les véhicules jusqu'à moins 35, puis les véhicules fonctionnent très bien, puis sont capables de préchauffer la batterie. La batterie, plus elle expulse de l'énergie, plus elle se réchauffe par elle-même. Donc, dans ce temps-là, même à moins 30, des fois, il faut commencer à refroidir la batterie parce qu'elle chauffe beaucoup. Le froid est donc un allié à long terme pour la préservation de la batterie. Par contre, il crée un nouveau phénomène chez les récents électromobilistes du Québec, soit l'anxiété de l'autonomie. Cette anxiété peut facilement être éliminée grâce à une meilleure planification de ses déplacements. Donc, l'autonomie reste un game changer. Il y a aussi un élément qui a longtemps été le look des autos. Les premières autos électriques avaient un look d'auto électrique. C'est-à-dire que tu regardais l'auto, puis elle est bizarre, cette auto-là. Qu'est-ce qu'elle a de bizarre? Puis là, regarde, elle est électrique. Maintenant, les autos, c'est des autos comme n'importe quelle autre auto. Les gens recherchent ça. Et la grosse tendance, c'est là, maintenant, ce qui manque et que les gens veulent, c'est des voitures un peu plus grosses. Donc, des VUS, des petits VUS, des camionnettes. Les gens ont une famille, puis ils se disent, moi, je serais prêt à aller à l'électrique, mais j'ai 2 enfants, 3 enfants, on fait du camping. Il faut être capable d'entrer le stock. Fait que là, je suis pris pour m'acheter une camionnette à essence, ça m'écarte. Donc, on sent que c'est vers là que ça s'en va, mais la technologie de batterie aussi permet maintenant d'espérer d'avoir des autonomies intéressantes sur des véhicules un peu plus gros. Tous les véhicules, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous voyez sur le tableau de bord n'est pas la réalité.
C'est un petit peu le tableau de bord est un petit peu le Internet. On peut pousser n'importe quoi là-dessus. Lorsque tu vois 100% de charge sur ton tableau de bord, la batterie, elle, est chargée entre 80 et 85%. Le maximum. Le maximum, on n'ira jamais plus que ça. Et je vous dis pourquoi. Si je pars avec mon véhicule et que tout de suite en partant, je descends une côte et que je viens faire un freinage régénératif, si ma batterie est à 100%, je le mets où, cette puissance-là? Je ne peux pas arrêter le moteur de tourner. Donc là, on est dans le trouble. Ce qui veut dire que les manufacturiers, ça garde une marge. Il ne faut jamais laisser une batterie se décharger à 0%. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une charge profonde, une décharge profonde, va vraiment briser ma batterie. Ce qui veut dire que généralement, là, si je veux garder ma batterie longtemps de mon véhicule électrique ou véhicule hybride, c'est de la charger souvent et de ne pas attendre qu'elle soit à 0%. Parce que à ce moment-là, on appelle ça une décharge profonde. La batterie ne peut pas accepter des décharges profondes à l'infini. Et à chaque fois que je vais faire une décharge profonde, il faut dire que je viens d'enlever peut-être une centaine de décharges normales. Même chose lorsqu'on va voir la charge descendre. 40, 60, 20, 10, 0. Mode tortue, là, 20, là, ça clignote partout. Là. Ah, absolument, absolument. Là, rendu à 20%, en réalité, on est à 35% de charge de la batterie fonctionnelle. Ce qui veut dire que rendu là, ça l'équivaut, on s'approche d'une décharge profonde. Et si je persiste à continuer, là, on tombe dans une décharge profonde. Idéalement, il ne faut pas faire ça parce que la durée de vie, le nombre de charges, de décharges, de recharges totales de 4000 ou de 3000 va venir diminuer en conséquence que j'ai trop diminué ma batterie. L'invention de moteurs électriques performants ne profite pas seulement à l'industrie de l'automobile. Le Québec regorge de petites et moyennes entreprises, toujours à la recherche de nouvelles idées pour augmenter leur productivité. À Saint-Jérôme, au nord de Montréal, se trouve l'Institut du véhicule innovant, un organisme à but non lucratif dont la mission est de soutenir les PME dans la recherche et le développement de technologies novatrices dans le domaine des transports. Quand on parle de véhicules électriques, il faut savoir qu'il y en a toutes sortes. Si on pense aux voitures personnelles, ça n'en fait pas au Québec. Donc, on n'est pas là. Mais ce qu'on trouve au Québec, c'est plus industriel, c'est plus commercial. Donc, des autobus scolaires, des autobus de ville, des camions de toute taille, des véhicules outils, des véhicules particuliers, des véhicules spécialisés finalement. Mais on commence à avoir quelques beaux cas à succès. On peut penser à ce qui se fait chez la compagnie électrique Lion, par exemple, avec ses autobus scolaires. On a fait le développement de l'autobus, ce qu'on appelle le E-Lion. En fait, ce qu'on a fait chez nous, c'est qu'on a fait un premier prototype dans notre laboratoire, qu'on a mis en test pendant 1 an à Laval. Et puis, à partir de là, Lyon, chez eux, ont développé, puis notre équipe a aidé à travailler avec eux pour faire le transfert technologique sur 4 ou 5 unités ou 6 unités de pré-commercial. Et puis, depuis 2015, ces autobus-là sont en vente. Sont disponibles commercialement. Et c'était une belle application pour commencer l'électrification parce qu'un autobus scolaire est utilisé pas si longtemps que ça dans une journée finalement. Donc, on n'a pas besoin d'embarquer tant d'énergie dans un autobus pour qu'il soit capable de rendre le service qu'on a besoin. Donc, pour nous, ça faisait beaucoup de sens de commencer par ça. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on trouve comme densité énergétique dans les cellules de batterie, là, les possibilités commencent à s'élargir pas mal, puis on peut aller pas mal plus partout. La compagnie électrique Lion est un manufacturier d'autobus et de camions 100% électriques. Lion a été la première à proposer et à vendre des autobus scolaires électriques un peu partout au Québec, ainsi qu'à l'échelle mondiale. L'entreprise est une histoire à succès grâce à la recherche et au développement, ainsi qu'à l'apport de gens convaincus de la pertinence de l'électrification des transports. En fait, c'est que la problématique des autobus, c'est que ça fonctionne au moteur diesel. Et puis un moteur diesel, ça fait des émissions, non seulement de CO2, mais aussi polluantes. Ça se retrouve dans des cours d'école où il y a des enfants, puis on se retrouve des matières particulières en suspension, et ça, c'est éprouvé que c'est cancérigène. Donc déjà là, de passer d'un véhicule polluant comme un autobus diesel à un autobus électrique, un gros gain, ne serait-ce que pour la santé de nos enfants. Puis ça, c'est sans compter les réductions de GS pour essayer de réduire les impacts sur les changements climatiques.
lorsque j'étais moi-même responsable de la stratégie d'électrification des transports du gouvernement du Québec en 2013-14, ce que je disais toujours, c'est que l'électrification des transports, c'est beaucoup plus que des rabais pour des voitures électriques. C'est-à-dire que c'est d'aider une industrie à croître, c'est de créer un créneau de développement économique. Donc, moi, si on se contentait de donner des rabais pour des voitures électriques fabriquées ailleurs, honnêtement, ce serait un peu sans intérêt. C'est pour ça que j'espère que le nouveau gouvernement va appuyer des entreprises, des centres de recherche, des universités pour développer des produits, des technologies, des véhicules. Il faut comprendre que nos habitudes de transport ont un impact important sur la question environnementale, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables des changements climatiques, aussi sur la qualité de l'air qui joue sur notre santé. Donc, oui, on veut parler de questions d'électrification, mais il faut d'abord, avant tout, voir comment aussi on aménage nos villes, donc notre territoire, afin qu'ils soient moins dépendants d'être obligés d'utiliser notre voiture pour se rendre à aller porter les enfants à l'école. Donc, il y a toute cette question-là en amont qui doit se faire. Au Québec, la voiture électrique prend de plus en plus de place sur le marché et laisse entrevoir un réel mouvement vers l'électrification des transports. Même si des doutes sont parfois soulevés quant à la construction de ces voitures et à leur respect de l'environnement, il est désormais prouvé que dans l'ensemble de son cycle de vie, la voiture électrique est beaucoup plus verte que sa concurrente à combustion. C'est particulièrement vrai dans une province comme le Québec où l'énergie produite est presque entièrement renouvelable. Si l'argument économique est celui qui persuade actuellement les automobilistes à acheter électrique, il y a fort à parier que dans un monde de plus en plus impacté par les changements climatiques, les préoccupations vertes occuperont davantage de place dans l'esprit des futurs acheteurs.